La première partie se termine. La princesse et le duc flirtent de plus en plus. Ils se donnent des signes discrets de leur passion réciproque, ce qui n'échappe pas à Madame de Chartres. Elle assiste, inquiète, à cette relation qui se noue comme une tragédie. D'ailleurs, le duc va jusqu'à prendre le chevet de Madame de Chartres à l'agonie comme prétexte pour voir sa fille. « Il faut nous quitter, ma fille, » lui dit-elle, en lui tendant la main. « Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination, mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaité. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère, qu'elle tenait serrée entre les siennes, et Madame de Chartres, se sentant touchée elle-même. « Adieu, ma fille, » lui dit-elle. « Finissons une conversation qui vous attendrit trop l'une et l'autre. Et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. » Elle se tourna de l'autre côté en achevant ces paroles et commanda à sa fille d'appeler ses femmes sans vouloir écouter ni parler davantage. Bien. Alors on voit que la mère parle ici d'un péril. Elle n'est pas triste de mourir, mais de quitter sa fille au moment où celle-ci lui échappe. Elle formule alors des impératifs sous forme d'hyperboles qui ont pour but véritablement de l'intimider, de l'inquiéter. « Il faut de grands efforts », dit-elle, et d'enchaîner ensuite avec une série d'impératifs, songés, répétés 2 fois, qui visent à lui rappeler les nécessités du mariage. En fait, ce qui ennuie la mère, c'est de voir son éducation gâchée. Cette fille qu'elle a voulu façonner cède à la passion et devient finalement père de sa singularité. Elle la ramène à toutes les autres, dit-elle. Et il est temps qu'elle se contrôle. Sa mort se termine sur une malédiction, un peu comme une mauvaise fée, d'un conte. Elle préfère mourir que voir sa fille sombrer. On se rend compte à quel point alors cette mère enferme sa fille dans une identité qu'elle a décidée, alors même qu'elle cherche à faire son bonheur.